regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le poste de Premier ministre fait son retour au Sénégal. Hier, vendredi, l'Assemblée nationale a validé le projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement en procédure d'urgence. Une réhabilitation qui fait suite à la demande du chef de l'État qui a déclaré ne plus pouvoir s'occuper du Sénégal au quotidien suite à sa nomination à la tête de l'Union africaine. Réaction des députés à l'Assemblée nationale, ce sera en début d'édition. Perturbation du secteur de l'enseignement supérieur. Hier, vendredi, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal était en rassemblement pour dénoncer le non-respect des engagements par le recteur de l'université. Les syndicalistes ont décrété une grève de 48 heures afin d'être entendus par le gouvernement. Permettre à des personnes atteintes de malformations de pouvoir bénéficier de chirurgie réparatrice gratuite. Une initiative de l'équipe Restore Worldwide rendue possible grâce à la compagnie financière Locafrique. En une semaine, près de 100 personnes ont pu se faire opérer par le chirurgien américain, le docteur Obeng. Les détails dans ce journal. En fin d'édition, entretien avec Aïssa Maïga, une actrice française qu'on ne présente plus tant sa carrière cinématographique est faite de succès et de distinction, connue pour ses prises de position en faveur de la diversité dans le cinéma français. Aïssa Maïga a décidé, télévision Futur Média, le poste de Premier ministre officiellement rétabli suite au projet de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Le poste de Premier ministre est donc de retour au Sénégal et ce 20 mois après sa suppression. Une demande du chef de l'État qui a déclaré ne plus disposer de suffisamment de temps pour son pays depuis sa nomination à la présidence de l'Union africaine qui prendra effet à partir du 1er janvier 2022. Hier vendredi, l'Assemblée nationale a répondu donc favorablement à la requête du chef de l'État. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ses propos sont recueillis par Pape Faraning. C'est l'expression d'une réussite. C'est parce qu'il a réussi pendant les 2 années à mettre en poser les jalons de son programme qu'il a estimé qu'effectivement aujourd'hui il pouvait se permettre de prendre un peu de recul et de permettre à celui qui sera simplement le premier parmi les ministres. Parce qu'il faut le rappeler encore une fois, le poste de Premier ministre ne fait pas partie n'est pas une structure constitutionnelle. Nous savons tous que l'an 2022, laquelle nous partons, nous l'espérons, sera l'année de la relance de notre économie en synergie avec les économies du monde entier. Le train, les rails étant posés par le chef de l'État, le train étant mis en place par le chef de l'État, il a estimé qu'il était temps de nommer un coordonnateur, un Premier ministre qui servira de coordonnateur de l'action du gouvernement. Et cette réhabilitation du poste de Premier ministre, une nouvelle qui ne passe pas du côté de l'opposition. D'après les députés qui ont voté contre à l'Assemblée nationale, le chef de l'État tâtonne et ne reste pas sur ses décisions, ce qui représente selon eux un aveu de faiblesse. Pour les députés de la majorité, le président sait bien ce qu'il fait en réhabilitant le poste de chef du gouvernement. Réaction à l'Assemblée nationale, c'est avec Pape Faraning et Diafar Abba. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du président Macky Sall? Lui qui s'est permis hier de nous dire c'est parce qu'il n'aura pas le temps, parce qu'il sera le président de l'UA. Même quand il avait le temps à consacrer aux Sénégalais, voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans une situation économique catastrophique. Et il nous dit qu'il n'a plus le temps, il doit être le président de l'UA. Vraiment, j'ai pitié pour mes compatriotes. Je ne suis pas d'accord parce que c'est un vice caché. Il y en a certainement d'autres dans cette révision constitutionnelle. Les amendements proposés par Montey sur les articles 87, 40, etc. Il y a des vices cachés dans cette affaire-là. Il y a des choses qu'on nous cache. Le poste de Premier ministre n'est pas une institution constitutionnelle au Sénégal.
Si vous regardez les institutions de la République, on ne cite pas le Premier ministre. Donc c'est un outil de travail, c'est un outil, un instrument que peut utiliser le président de la République élu pour améliorer sa gouvernance, pour mieux faire fonctionner son gouvernement, tout simplement. Et s'il pense qu'il veut un contact direct et travailler lui-même, je pense qu'il faut lui donner cette chance. Nous l'avons fait et c'est lui-même qui est revenu pour nous faire cette nouvelle proposition. Et j'estime que globalement, les réactions des Sénégalais étaient positives. Ils semblaient penser que c'est une bonne chose. Retour du poste de Premier ministre, parce que c'est important. Pour nous, un président ne peut pas combattre sur tous les fronts. Un jour, ce sont les enseignants, d'autres les médecins, après ce sont les transporteurs. Il ne peut pas être partout, en plus de son agenda international, des activités qu'il doit mener. Nous pensons qu'il est important qu'un pays, dans l'architecture gouvernementale, qu'on ait un Premier ministre qui va coordonner l'action du gouvernement. Je vous le disais en titre, le secteur de l'enseignement supérieur perturbé avec cette grève de 48 heures décrétée hier par le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. En rassemblement devant le rectorat de l'UCAD, les syndicalistes ont protesté contre les engagements non respectés du recteur. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter la déléguée du syndicat des enseignants. Elle est au micro d'Alassane Ba. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'IFE, mais que ce test a été délocalisé et organisé de façon clandestine à l'ANSEPT, où donc ils avaient décidé de se cacher pour le faire en catimini. Nous avons donc décidé d'aller protester pacifiquement contre ce test. Et nous avions voulu accéder à la salle d'examen organisée soi-disant par notre institut, ce qui est notre droit, puisque nous sommes enseignants de cet institut. Et c'est là que le service de sécurité du recteur, qui s'apparente à une milice privée très clairement, est arrivé et nous a agressés physiquement, j'insiste sur ce terme, pour nous empêcher d'accéder à la salle. Nous tenons le recteur Amadou Alimbey pour personnellement responsable de ce qui s'est passé ce matin. Un mot d'ordre de grève a été lancé à compter de lundi pour 48 heures par le Sud-Est ESR pour l'Université de Dakar. Nous allons internationaliser cette lutte et ce combat-là en dénonçant auprès des syndicats qui partagent avec nous un organe international et qui sont au nombre de 400 à peu près. Nous allons porter plainte contre le recteur pour voie de fait et coup sur la personne d'agent enseignant de l'Université de Dakar. Gestion du service public de l'eau à Dakar. Le Forum social sénégalais dénonce un manque de transparence dans l'attribution de la licence d'exploitation à l'entreprise française Suez, rebaptisée Sen'Eau au Sénégal. Afin d'étaler leurs revendications, les membres du Forum social sénégalais ont organisé un panel. Les détails, c'est avec Mohamedou Lamine Fall. Le contrat signé avec Suez dans ces conditions demeure à mes yeux un fiasco politique, diplomatique, économique et financier. Le fiasco de Sen'Eau. Tel est donc le thème du panel organisé par l'Arcade et le Forum social sénégalais afin de dénoncer la gestion de Sen'Eau sur fond de corruption. Cette question de l'eau est une question politique. Mais si au départ, la politique définie pour éclairer tout ça n'est pas faite dans des conditions de transparence, il faut oser le dire. Le coordinateur du Forum social sénégalais accuse sans réserve, tout en insistant sur l'importance de l'eau comme source de vie. Tout investissement sur l'eau est une nécessité, une urgence nécessité, une exigence. Parce que c'est l'eau la vie. Aucun État ne doit se gargariser la poitrine en disant j'ai investi des milliards pour l'eau. Il doit le faire. Si on n'a pas d'eau, on n'opère pas des malades à l'hôpital. Si on n'a pas d'eau, on n'enterre pas des morts. Si on n'a pas d'eau, des enfants ne naissent pas. Si on n'a pas d'eau, on ne produit pas. Face à ces attaques tous azimuts, la Sen'Eau tempère et édifie les populations afin de les rassurer. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre que nous avons des problèmes. KMS nous permet aujourd'hui de faire au moins plus de 500 000 m3 par jour. Pour que la deuxième phase de Keur Momar puisse être mise en branle, il faut que ce deuxième booster qui est actuellement en chantier, si vous passez là-bas, vous verrez les ouvriers sous le chantier. Et dès que ça se termine, il y aura encore un apport supplémentaire de 100 000 m3 d'eau.
La question de l'eau, une problématique dure. De la transparence dans la gestion de l'eau au Sénégal, telle est donc la préoccupation du Forum social sénégalais. Et la question de l'eau, une problématique sur laquelle nous reviendrons en fin d'édition avec notre invité Aïssa Maïga. Je vous le disais en titre, réalisation de chirurgie réparatrice au Sénégal. Hier, vendredi, la mission humanitaire s'est terminée après une semaine d'opération chirurgicale à l'hôpital principal de Dakar. Une mission médicale rendue possible grâce à la compagnie financière Locafrique, l'équipe Restore Worldwide et le chirurgien américain, le docteur Obeng. En une semaine, près de 100 patients ont pu être opérés gratuitement. Explication, c'est avec Fatou Kinedem et Amadouba. Une plastie locale et une greffe de peau sont effectuées sur une petite fille de 4 ans. Elle souffre de brûlures anciennes. Tout là, c'était rétracté, ça ne pouvait pas s'écarter. Et là, au niveau du coude, on a fait une libération. Comme ça, on a fait une greffe de peau totale et une greffe de peau partielle. Au niveau du poignet, on a fait aussi la libération. On a fait une fixation avec une broche. Et là, comme ça aussi, on a fait une greffe de peau totale. Les organes nobles au niveau de l'articulation sont à surveiller pour éviter une paralysie. Si tout se passe bien, la guérison peut ne pas tarder. Normalement, on doit faire le premier pansement le 5e jour. Donc après cela, si tout va bien, déjà à 15 jours, 21 jours, déjà la greffe est totalement prise et l'enfant doit se sentir mieux. Et là déjà, la kiné doit commencer. Une autre opération, celle de la fente palatine. Cette chirurgie réparatrice permet aux enfants de retrouver le sourire. These are the problems of the child currently. Donc c'est une anomalie qui cause d'énormes difficultés parce que c'est un enfant qui ne peut pas sourire à ses parents, qui ne peut pas sourire à sa famille, qui ne peut pas sourire simplement à la communauté. Et c'est un enfant aussi qui a des problèmes pour téter. Donc l'objectif de cette chirurgie, c'est de rétablir la continuité, refaire la lèvre pour que cet enfant retrouve le sourire. La mission Locafrique vient ainsi de boucler une semaine d'opération. Près de 100 patients ont été gratuitement pris en charge à l'hôpital principal. Une action purement humanitaire. Et santé toujours cette fois avec l'épidémie du coronavirus et l'arrivée du variant Omicron au Sénégal. À Saint-Louis, l'Union régionale des agents de santé a sensibilisé les populations sur l'importance de se faire vacciner. Ils ont également saisi l'occasion pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leur métier. Ousseynou Diop et Habib Sek. L'Union régionale des agents de santé communautaire de Saint-Louis a sillonné les rues de l'ancienne capitale pour appeler la population saint-louisienne à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Avec le nouveau variant Omicron qui continue sa propagation, les agents de santé communautaire appellent la population à plus de vigilance. Il est important de se faire vacciner parce que sans la vaccination, nous risquons de perdre du temps, nous risquons d'aller vers une 4e vague qui risque d'être très meurtrière. Je pense qu'il faut tenir un langage de vérité. Et le langage de vérité, c'est de demander aux populations de venir prendre les vaccins. Les agents de santé communautaire de Saint-Louis ont profité de cette rencontre pour lister leurs doléances. Surtout dans les petits postes. Les agents de santé doivent être pris en charge. C'est pourquoi nous voulons dire au chef de l'État que nous sommes dans des difficultés. Les agents de santé sont très fatigués dans leur lieu de travail et nous sommes des pères de famille. L'État doit nous soutenir davantage. Pour accomplir leur mission dans les structures sanitaires, les agents de santé plaident pour la revalorisation de leur statut et leur intégration dans la fonction publique. Nous voudrons aussi reconnaissance et statut des agents de santé communautaire. Il faut que nous obtenions un statut d'instaurer dans la fonction publique. Plusieurs quartiers de Saint-Louis ont été visités par les agents de santé communautaire. Ils ont sensibilisé les Saint-Louisiens sur la maladie du diabète qui touche plus de 10% de la population et l'urgence de se faire vacciner contre la Covid-19.
Semaine nationale de la petite enfance. Le gouvernement mise sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté afin de permettre aux enfants de devenir des adultes responsables. D'après la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance, pour atteindre l'émergence, le Sénégal doit pouvoir compter sur les générations futures. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Pape Faraning. Tout le thème tàggat tout tànk yi si sunuy jikko yu rafet ngir waajal seenu ubbiku si àdduna ëllëg. Et en d'autres termes, éduquer les tout-petits dans nos valeurs afin de préparer leur ouverture au monde. Il s'agit ainsi de promouvoir les valeurs culturelles nationales au niveau de toutes les plateformes de prise en charge de la petite enfance. Mesdames, Messieurs, le choix de ce thème se justifie par la nécessité de poursuivre la réflexion sur le capital humain dont le Sénégal a besoin pour réaliser son émergence. En effet, au moment où nous enregistrons de plus en plus d'incidents et de comportements qui sont souvent aux antipodes de nos valeurs, il sied de saisir l'opportunité qu'offre la semaine pour échanger, mais aussi sensibiliser les communautés sur la nécessité de recourir à nos valeurs pour développer la citoyenneté, le civisme, l'estime de soi et de notre identité culturelle. Signature d'une convention de financement afin d'accompagner les pêcheurs dans le processus de modernisation des pirogues. Mardi dernier, la Société des infrastructures de réparation navale et le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, ont signé cette convention qui devrait permettre de soulager le secteur de la pêche artisanale. On fait le point avec Abdourahmane Diallo. Des acteurs de la pêche se sont rencontrés 2 jours pour discuter sur les pirogues en fibre de verre. Pour la sécurisation même de leur vie, la sécurité de leurs embarcations, la lutte contre l'environnement parce que ça va empêcher la coupe du bois au niveau de la forêt de la Casamance. En plus de cela, ça veut dire sur le côté productivité, la rentabilité va être encore mieux en termes d'économie. Sur le carburant et aussi en termes de qualité du produit qui va augmenter la valeur ajoutée du produit. Donc c'est un programme bien pensé. Plusieurs usines ont été implantées dans le pays pour accélérer le renouvellement du parc piroguier. Actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 2 usines qui produisent. Il y a une usine qui va produire, il y a 2 autres usines qui vont produire dans un mois. Et nous ne voulons pas nous retrouver avec un stock dormant parce que les pêcheurs ne pourront pas l'acquérir. Et donc, nous saluons la réactivité du FONGIP. Les acteurs de la pêche dénonçaient la cherté des pirogues, mais grâce à une convention signée entre la CIRN et le FONGIP, les pirogues seront accessibles. Nous avons un objectif de lever 1 milliard de francs CFA pour l'acquisition de ces nouvelles pirogues en faveur de ces pêcheurs-là. Ces acteurs de la pêche ont profité de l'occasion pour magnifier la rencontre, mais aussi ils ont trouvé l'opportunité pour souligner leurs préoccupations. La directrice du Fonds monétaire international en visite au Sénégal, Christina Georgie, s'est félicitée du rôle que le président du Sénégal est en train de jouer pour l'acquisition des fonds de tirage spéciaux aux pays africains. Sur les 100 milliards de dollars de demandes, la directrice générale du FMI indique que 58 millions de dollars sont déjà engagés. Autres points qui ont satisfait le Fonds monétaire international, les mécanismes de résilience économique dans une période marquée par l'épidémie du coronavirus. Retour sur ce point de presse du FMI avec Aminata Mbaresso. Le Sénégal sur la bonne voie, c'est du moins l'impression de la directrice générale du Fonds monétaire international. Christina, en visite au Sénégal, elle salue le leadership du président sénégalais pour l'octroi aux pays africains du fonds de tirage spéciaux. I would like to express my deepest gratitude to you, President Macky Sall, for the leadership you deliver for Senegal and for Africa. President Macky Sall recognized that the share of Africa in this allocation does not correspond to Africa's needs. And he is carrying the flag
for reallocating $100 billion from countries in strong position to those who need support the most. Le Sénégal fait partie d'ailleurs des bénéficiaires du fonds de tirage spéciaux, mais pour le président Macky Sall, les efforts doivent continuer. Si je prends l'exemple des instruments que le Fonds monétaire international a développés entre 2020 et 2021, qui a permis la mobilisation en faveur du Sénégal d'$1 milliard, compte non tenu de nos droits de tirage spéciaux auxquels nous avions droit, qui ont été également de $450 millions. Vous mesurez la qualité de ce support et son impact d'ailleurs sur le financement de notre fameux plan de résilience économique et sociale qui a été porté à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Des mécanismes de résilience économique qui s'imposent dans un monde menacé de toutes parts. Toutes les politiques d'inclusion sociale doivent être maintenues et nous avons aussi une grosse inquiétude face à la flambée des prix des matières premières, en particulier du pétrole, mais également des prix des denrées et des prix des services comme les transports maritimes. Tout cela qui sont des facteurs externes qui agissent directement sur notre économie. We will do more by expanding our instruments to include more financing for poverty reduction and growth and a new resilience and sustainability trust. Cette visite de la directrice générale du Fonds monétaire international est la troisième du genre en l'espace de 2 années, une marque, dit-elle, de la confiance que l'institution financière mondiale voue au Sénégal. Parlons culture à présent avec le démarrage de la 10e édition de Parcours, le rendez-vous annuel des 30 meilleurs espaces d'art de la capitale. Au programme des activités, des vernissages, des rencontres dans différents quartiers. Tout ça afin de redessiner une géographie d'un Dakar qui se renouvelle. Le Parcours 2021, c'est jusqu'au 12 décembre et la rédaction en a profité pour découvrir une exposition installée à la Ville des Arts. Ibou Diouf et Gervais Yao. Voici le regard d'une partie du Parcours. Aujourd'hui, Parcours fête ses 10 années, une sorte d'affirmation qu'il est possible d'adapter un système à son environnement par le travail collectif. C'est ça l'esprit du Parcours. Parcours est né de l'idée de 2 personnes. Une qui est commissaire d'exposition et qui est conservatrice d'un musée actuellement en Afrique du Sud qui s'appelle Koyoko. Et l'autre, c'est Mauro Petroni, qui est artiste céramiste, donc, qui a mis en place l'atelier céramique des Almadies. Donc, ils ont donné le nom Parcours et qui se déroule pratiquement tous les mois de décembre pour mettre en place des vernissages donc par quartier. Comme ici à la Villa des Arts, un espace d'exposition et d'expansion d'art contemporain. Dans son ombre, l'espace vit au rythme des Parcours. En fait, c'est un prétexte pour parler de l'environnement, mais en même temps, parler de l'environnement, c'est parler de nous-mêmes, de nous, entre humains qui vivons sur cette terre-là. Au même titre que nous avons cette possibilité, en tout cas, de vivre sur cette terre, la nature aussi a sa part, parce qu'il y a une relation, une connexion entre nous et la nature. Pour la 10e édition du Parcours, la ville est partagée en 6 zones. La Covid-19 a favorisé une sorte de connexion entre les artistes. Quand je vois l'expo de Mbao, l'intitulé c'est Dekondo. Je vais à Rufisque, l'exposition, c'est ce qui nous lie. Je viens ici, à la Villa des Arts, où on parle de l'autre défi. Il y a l'exposition de Ibrahim Dieye à la galerie Sissoul Fakouri qui parle de l'utilisation des médias peut-être sociaux, le projet de raw matériel, donc qui parle de l'éducation de manière générale. Pour moi, il y a un lien qui est établi entre tous ces programmes. Parcours fête ses 10 ans d'aventures, de rencontres et de souvenirs. L'événement revient chaque année au mois de décembre. Si les expositions du Parcours durent 17 jours, chaque artiste propose à la fin ses propres productions au grand public.
Sécurité dans la zone du Sahel, confrontée au terrorisme armé depuis la chute du pouvoir de Tripoli en 2011, alors que le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo, le pays a réitéré son engagement à lutter contre la crise sécuritaire qu'il subit depuis maintenant plusieurs années. À cela s'ajoute une forte défiance de la population qui a manifesté il y a quelques jours à Ouagadougou. Les détails, c'est avec Marcel Farba-Maroun. Quelques jours après la démission de Christophe Dabiré au poste de Premier ministre, le gouvernement du Burkina Faso a un nouveau chef en la personne de Lassina Zerbo. Un des principaux objectifs à travers cette nomination demeure la lutte contre le terrorisme qui a déjà causé le déplacement de près d'1,5 million de personnes. Il a été le secrétaire exécutif donc, de l'organisation au relevant donc, du traité donc, au niveau des essais nucléaires. Alors, je pense que c'est une personnalité qui est bien accomplie sur le plan de la diplomatie scientifique, mais une personnalité également pétrie d'expérience. Et nous pensons qu'il a les compétences nécessaires et si le chef de l'État l'a choisi, c'est sans doute au regard de ses atouts. Et nous croyons fermement qu'il est l'homme de la situation. Outre le nouveau Premier ministre burkinabé, les attentes en provenance de Macky Sall sont énormes sur le plan sécuritaire dans la zone du Sahel. Rappelons en effet que le président de la République va prendre les rênes de l'Union africaine dans quelques semaines. Nous pensons qu'il est celui-là qui est à même de porter le débat sur le plan international, au niveau du continent africain. Et ensuite, il a lancé des messages de solidarité, de cohésion, pour que les États, chacun se fasse sien le combat qui est en train d'être mené. Que les États, notamment les États côtiers, n'attendent pas que le danger soit à leur porte. Ce samedi, le Burkina Faso célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Dakar, l'ambassade du Burkina Faso a commémoré cet événement dans la sobriété, conformément à la décision de son gouvernement, afin justement de rendre hommage à ceux qui sont tombés au cours des différents combats. Merci Marcel Farba. Maroun, un mot sur l'actualité sportive à présent avec Samuel Eto'o, élu nouveau président de la Fédération camerounaise de football ce samedi. Également avec le salaire de Bamba Dieng revalorisé par l'Olympique de Marseille. Et puis le CNG de lutte qui publie les sanctions à l'encontre des protagonistes du combat annulé pour cause de violence. C'était dimanche dernier. L'actualité sportive, c'est avec Chersadi Boudiara. La lutte pour démarrer. Le Comité national de gestion de la lutte prend des sanctions contre les fautifs à l'origine de l'annulation du combat Papa Sow Siteu du 5 décembre dernier. Ibrahima Sène, le président du CNG, et son équipe ont eu la main lourde contre le batteur de tam-tam, auteur de la blessure de Papa Sow. Il est banni de l'arène pour une durée de 15 ans et 3 mois avec sursis. Le lutteur Siteu va devoir payer, lui, une amende de 500 000 francs CFA qui vont servir à la réparation des chaises saccagées par ses supporters. Son adversaire Papa Sow écope d'un avertissement et d'une suspension de 6 mois avec sursis. Ses accompagnateurs, Franc et Gorosok, sont eux suspendus 6 mois de 1 ferme. Le CNG annonce également la reprogrammation du combat le 29 janvier 2022. Après 3 années d'attente et tous les antécédents qui entourent le choc, s'il est concrétisé, va être sûrement électrique. Passons au football. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, le jeune buteur de 21 ans, va pouvoir jouir de son nouveau statut. Changement de statut aussi pour Samuel Eto'o, l'ancien international camerounais et quadruple ballon d'or africain et le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o, 40 ans, a été élu ce samedi devant le président sortant, Seydou Ndioya, 43 voix contre 31. Une victoire qui permet à l'ancien buteur du FC Barcelone et de l'Inter de Milan d'affirmer son ambition. Je le cite. Chaque vote représente de l'énergie pour amener le football camerounais à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Ce n'est pas une mince affaire. L'instance dirigeante du football au Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, traverse une crise depuis 2013. Mais pour qui connaît Samuel Eto'o, c'est que ce dernier a su relever de nombreux défis.
Et c'est parti pour l'invité de ce journal de 20h. Avec moi sur ce plateau, Aïssa Maïga, actrice et réalisatrice française. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes née à Dakar en 1975. Le grand public vous a découverte en 2004 grâce à vos rôles dans Les Poupées Russes et dans L'un reste, l'autre part de Claude Berry. Depuis, vous avez enchaîné les films à succès. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour parler de vous, non pas en tant qu'actrice, mais en tant que réalisatrice. Une casquette que vous avez enfilée pour la 3e fois en réalisant le documentaire Marcher sur l'eau, un film qui suit les habitants du village de Tatiste au Niger, un village reculé et qui n'est pas approvisionné en eau. Aïssa Maïga, pourquoi ce projet ? Ce projet m'a été proposé par un producteur français et j'ai accepté de le faire parce que l'idée c'était de parler du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest. Et je suis donc originaire du Sénégal mais aussi du Mali du côté de mon père et je suis très attachée à la culture et à la zone sahélienne dans son ensemble et j'ai eu à cœur de parler du réchauffement climatique depuis le continent africain en faisant une immersion dans un village au Niger et en entrant dans le quotidien de ces personnes pour montrer comment le manque d'eau et le réchauffement sont à l'origine de bouleversements dans leur quotidien. Et Aïssa Maïga, alors comment s'est organisé le tournage du film qui s'est déroulé donc dans une région reculée du Niger, dans une zone qui n'est pas sécurisée logistiquement parlant? Comment est-ce que vous vous y êtes prise? Alors la zone était quand même sécurisée, sinon honnêtement je n'y serais pas allée. Et on a eu l'appui du gouvernement du Niger qui s'est assuré qu'on allait être sous escorte militaire. Donc moi j'ai pas l'habitude de tourner avec la présence des militaires, mais j'avoue que dans cette zone où il n'y avait pas de danger immédiat, c'était quand même rassurant de se dire qu'il y avait ces 15 militaires, les véhicules blindés, des policiers en civil pour assurer notre sécurité au cas où. Et on a pu travailler dans de très bonnes conditions. Bon, des conditions assez rudimentaires, hein. On était vraiment immergés très loin de Niamey au village, mais en tout cas au niveau sécuritaire il ne nous est jamais rien arrivé et on a pu vraiment tisser un lien de confiance avec les habitants du village parce que parler du réchauffement climatique, maintenant qu'on commence à en entendre vraiment parler beaucoup, pour moi c'était un défi, je voulais le faire de façon vraiment cinématographique, que les spectateurs quand ils vont dans la salle de cinéma voient un vrai film, un grand film avec du suspense, avec des personnages attachants, avec de l'émotion. Et pour ça, il fallait que je gagne la confiance des villageois et que j'ai la possibilité de les suivre au cours d'une année. Et justement, Aïssa Maïga, au lieu de vous contenter de faire un simple reportage entre guillemets, vous avez choisi de faire de ce documentaire un véritable voyage avec de la narration, des prises de vue époustouflantes, de l'émotion. Pourquoi avoir choisi ce registre finalement ? Parce que moi, je suis actrice et je suis habituée aux films de fiction. Je suis habituée à ce qu'on raconte des histoires et j'aime ça. J'aime raconter des histoires et j'aime aussi moi-même regarder des films, regarder des séries. Et je voulais que ce film, que ce récit soit vraiment captivant, que vraiment quand on soit dans son siège, on se sente proche des gens, qu'on vibre avec eux. Parce qu'il faut savoir que dans les communautés Peul Wodabé, et c'est dans cette communauté-là qu'on a filmé, le mode de vie est vraiment complètement bouleversé. Les gens ne nomadisent plus ensemble parce que le manque de pâturage fait que les troupeaux on doit emmener les troupeaux de plus en plus loin, dans des endroits parfois dangereux. Donc les pères partent seuls, les mères, elles, partent dans les capitales des pays voisins, au Bénin, au Nigeria ou ailleurs, pour faire du petit commerce, faire des petits boulots. Et pendant ce temps-là, les enfants, les jeunes restent souvent seuls dans les villages. Et c'est ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est de voir à quel point une adolescente comme Houlay, qui est vraiment l'héroïne du film, qui a 14 ans, se retrouve sans ses parents et doit très régulièrement et pendant de longues périodes s'occuper de sa fratrie, s'occuper des corvées en eau, s'occuper de la santé de ses frères et sœurs, et tout ça en essayant de continuer d'aller à l'école. Enfin, moi, je voulais vraiment que ce film qui parle de la difficulté d'accès à l'eau, qui parle quand même d'une très grande pauvreté, qu'il soit habité par quelque chose qui est inhérent à l'âme du Sahel, c'est le sens de la dignité. Vraiment. Et c'est pour ça que le film, il est aussi dans une esthétique très belle, parce que moi, je voulais être à la hauteur. Je voulais aussi que, parce que ce film voyage, parce qu'il voyage notamment en Occident,
que l'Occident voit que c'est pas parce que dans certains endroits il y a de la misère, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de fierté. Exactement. Et les gens sont très beaux, ils sont magnifiques, les paysages aussi. Et c'est vrai qu'on est habitué dans ce genre de reportage sur l'Afrique subsaharienne, sur la zone du Sahel, et je dis reportage, c'est pas le terme adapté, mais plutôt documentaire, eh bien de ressortir un petit peu avec un sentiment de pitié à ces pauvres Africains. Et vous, c'est pas du tout le sentiment que vous nous donnez après avoir vu ce magnifique documentaire. Au contraire, on ressent de la fierté pour ces peuples qui pourtant traversent le pire. Oui, et ce sentiment de fierté, moi, il m'a été légué par mes parents, par ma famille. Et j'ai grandi en tant qu'enfant de la diaspora africaine, en France, avec ce sentiment de fierté qui ne m'a jamais lâché, quelle que soit l'adversité que j'ai pu moi-même rencontrer, mais qui est en rien comparable avec ce que j'ai filmé chez les Peul Wodabé ou d'autres populations qui, dans l'Azawak, au Niger, dans cette zone qui est extrêmement aride. Donc je ne compare pas mon sort avec le leur. En revanche, il y a des choses sur lesquelles je me sentais vraiment connectée. C'est encore une fois ce sens de la dignité, cette fierté, cet amour pour son prochain. Et je voulais aussi que le film soit à hauteur d'enfants. Les enfants ont une place très importante dans le film parce que eux vivent de plein fouet l'absence de leurs parents. Ils vivent de plein fouet les corvées d'eau qui sont incessantes. Et ils savent, ces enfants m'ont expliqué qu'ils savent que leur vie est dure, que dans d'autres pays, dans d'autres territoires, d'autres enfants ont des vies beaucoup plus douces. Donc moi, ça aussi, je voulais qu'on le montre, que ces enfants-là, pour moi, ce sont des héros et des héroïnes, et ils méritent vraiment que tout soit fait, à la fois par les gouvernements, mais aussi par les instances internationales. Et en tant que Française qui a grandi en France et qui y vit toujours aujourd'hui, cette immersion dans ce village de Tatiste, elle vous a changé ? Ça m'a fait du bien parce que moi j'ai eu l'habitude d'aller en vacances au nord du Mali, dans ma famille paternelle, au village. Et du coup j'ai toujours eu cette place un peu particulière qui était que j'étais vraiment quelqu'un de la famille, mais en même temps j'étais vraiment l'étrangère, quoi. Et j'ai retrouvé ça, ce double sentiment de faire partie et en même temps d'avoir un statut un peu spécial parce qu'on n'est pas, on vit ailleurs. Et ça m'a, je dirais pas que ça m'a changé, mais au contraire j'ai retrouvé quelque chose que je connaissais. Et puis ma grand-mère paternelle était Peul. Ma maman est Sérère, mon grand-père paternel était lui Songoï. Très beau mélange. Merci. Et en fait, quand j'ai dit que ma grand-mère était Peul, évidemment, ça les a beaucoup touchés et j'ai été vraiment reçue comme un membre de leur famille. Vous êtes venu faire la promotion de votre film au Sénégal, qui n'est pas la France. Et ici, les problèmes d'eau, on connaît, que ce soit dans les régions principalement où il y en a énormément, où carrément les populations n'ont pas accès à l'eau potable, ou même dans la capitale, où il y a régulièrement des coupures d'eau dans de nombreux quartiers. Alors, dans votre documentaire, la construction d'un forage est abordée. C'est une question qui revient également souvent chez nous au Sénégal, puisque quand il y a un problème d'eau dans un village, on construit automatiquement un forage. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Alors c'est une solution qui répond à une urgence liée à la survie. À l'urgence ? À l'urgence, vraiment à la survie. Parce que qui peut vivre sans eau ? Qui peut vivre durablement sans eau potable ? Aucun être humain sur cette terre. Donc pour moi, la question du forage, elle répond à cette urgence. Et dans une certaine mesure, si c'est régulé, je sais qu'au Niger, on ne peut pas construire des forages à une distance de moins de 30 km les uns des autres. Et ça, c'est fait pour quand même préserver les nappes phréatiques. Et je dirais que ce qui m'a intéressée, malheureusement, c'est pas dans le film, parce que dans le film, je pouvais pas tout dire. Bien sûr. Il fallait que je raconte une histoire en 1 heure et demie. Vous n'êtes pas une experte du climat, en plus. Exactement, c'est fou, parce que ce film, il est très bien réalisé, il donne toutes les informations qu'on peut espérer avoir, et pourtant, vous êtes actrice à la base. Oui, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas une spécialiste de l'environnement, mais je me suis quand même énormément documentée. D'une part, avant d'aller au Niger pour le tournage, et puis sur place, j'ai mené beaucoup d'interviews avec les personnes sur place pour essayer de comprendre le mieux possible quel était leur vécu, quels étaient leurs enjeux. Et alors, je voulais dire quelque chose et j'ai oublié, mais ça va me revenir. Sur la question des forages. Sur la question des forages, il y a quelque chose qui me passionne et j'espère que dans les années à venir, j'aurai la possibilité de m'impliquer dans des travaux comme ça. C'est sur la question de la restauration des zones humides. Et dans un endroit comme l'Azawak, on peut, avec des retenues d'eau, notamment par le système des demi-lunes, des retenues d'eau qui sont totalement dans quelque chose de l'ordre du développement durable,
faire en sorte que les pâturages soient restaurés, que les mares soient pleines le plus longtemps possible au cours de l'année, que les nappes phréatiques restent remplies, et ça permet de relancer la végétation. Et quand la végétation est là, ça relance l'évaporation, et donc ça fait revenir les pluies. Et ça, ce sont vraiment des projets de développement durable qui sont... Alors, c'est un petit peu... Ça demande de la technologie, ça coûte quand même de l'argent, mais c'est vraiment des choses qui permettent en quelques années de reverdir des territoires entiers, comme un peu le projet de la ceinture verte qui va d'une rive à l'autre de l'Afrique. Exactement, Aïssa Maïga, ce film, il a été réalisé avant la COP26 qui s'est tenue récemment au Royaume-Uni, un événement au cours duquel le président de la République du Niger a plaidé pour la création d'un fonds spécial pour les pays du Sahel. C'est vrai que la communauté internationale et notamment les pays développés ne subissent pas encore de plein fouet les effets du changement climatique, comme c'est le cas du village de Tatiste, par exemple, où vous avez tourné votre documentaire. Pourtant, si le problème de la région du Sahel n'est pas réglé, le monde entier va en subir les conséquences. Est-ce que ce documentaire avait vocation d'être un avertissement ? C'est un plaidoyer. D'abord, ce documentaire, il a été fait pour les gens qui ont été filmés, pour cette population Peul-Wodabé et par extension pour tous les habitants de cette zone et pour tous les habitants du Sahel. Pour moi, il était important de pouvoir donner un visage, en fait, et donner un corps, donner une voix à des personnes qui parfois sont un peu oubliées quand elles sont reculées, dans des endroits très reculés. Et j'ai fait ce film pour que d'abord les spectateurs, les spectatrices soient sensibilisés, mais aussi pour interpeller les pouvoirs publics, interpeller notamment les instances internationales qui ont un vrai rôle à jouer, parce que ce dont vous parlez, c'est le sens de la responsabilité des pays industrialisés qui, eux, sont responsables de 95% des émissions de gaz à effet de serre. 95% de la pollution mondiale est due aux pays industrialisés. Et un pays comme le Niger ou le Sénégal ou d'autres pays dans la zone subissent, eux, de plein fouet cette pollution des pays du Nord, pour le dire vite, et l'accélération du réchauffement climatique est due, on le sait, les scientifiques, preuve à l'appui, peuvent nous le dire. Aujourd'hui, c'est vraiment l'impact des pays industrialisés qui cause le réchauffement climatique. Donc il est totalement normal que ces pays reversent une partie de leur richesse, reversent de l'argent, soyons clairs, pour que les pays qui subissent ce réchauffement puissent mettre en œuvre des programmes qui permettent de préserver l'environnement ici. Et en termes d'impact, d'argent, derrière ce film, il y a du concret avec la création d'un site internet qui permet à la fois de s'informer, mais surtout d'aider le village de Tatiste et d'autres zones du Sahel. Est-ce que les dons sont à la hauteur de vos ambitions ? Oui, on a atteint pour l'instant 65 ou 70% de la levée de fonds qu'on est en train de faire actuellement. La production a déjà fait des dons financiers au village, et l'idée c'est à travers ce site de sensibiliser le grand public, sensibiliser aussi les citoyens, parce que c'est un site qui permet d'abord de connaître vraiment un peu plus la question de l'eau, de ce que ça représente en termes d'enjeux géostratégiques, de la façon dont dans les décennies à venir toute la planète va être concernée par la question du manque d'eau si on ne fait rien. Et c'est un site qui permet également d'interpeller les Nations Unies pour que soit déclarée la crise de l'eau, et qu'il y ait la création d'une commission dédiée qui puisse faire en sorte que dans les pays qui sont vraiment les premières victimes du réchauffement climatique, on puisse mettre en œuvre des programmes qui protègent les populations. Et enfin, Aïssa Maïga, sorti en salle donc le 10 novembre dernier, Marchi sur l'eau a d'abord fait le tour des festivals, dont le Festival de Cannes. Félicitations d'ailleurs, et merci. Le FESPACO, où il a été bien accueilli par la critique. Une troisième entrée en la matière, on peut dire, bien réussie pour vous. En tant que réalisatrice, quels sont vos projets à venir ? Alors d'abord, je voulais dire qu'on a eu avec ce film les talons d'argent du meilleur documentaire au FESPACO dernier. Pour moi, ça comptait énormément. Mon père a beaucoup travaillé aux côtés de Thomas Sankara. Le Burkina a une place très, très importante pour moi. Votre père qui était journaliste. Mon père qui était journaliste, qui a été formé ici au CESTI. Il fait partie de la deuxième promotion aux côtés de feu Magasuba Moriba, par exemple, également.
Et donc, le film, il a rencontré le public dans les festivals et là, il sort en salle. Il est en salle au Sénégal depuis hier. Les spectateurs, les spectatrices du Sénégal peuvent aller le voir au Canal Olympia. Et mes projets, ils sont multiples. De la réalisation, je vais continuer à réaliser des films. Un film documentaire sur mon père, pour ne pas le citer à nouveau, Mohamed Maïga, sur son parcours et sur le parcours de cette génération d'Africains qui ont vraiment tout mis en œuvre après les indépendances pour construire dans leur pays, pour atteindre certains idéaux. C'était des féministes, c'était des humanistes et des gens qui avaient à cœur également les droits des enfants, qui croyaient au pouvoir fédérateur et créateur de la culture. Des gens qui se battaient contre l'impérialisme occidental. Donc ça, c'est un de mes projets de documentaire. Et puis, par ailleurs, j'ai des projets en tant qu'actrice parce que je continue. Vous ne lâchez pas pour autant? Non, pas du tout. Tant mieux, au plus grand bonheur du public, en tout cas, qui vous a connu en 2004, justement, en tant qu'actrice et qui espère vous revoir encore à l'écran. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aïssa Maïga, qui est au Sénégal, donc, pour présenter son documentaire qui s'appelle Marcher sur l'eau et qui a été diffusé pour la première fois hier, à l'Olympique à Dakar. Merci beaucoup de cette visite dans nos locaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.